Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de The Little Big Show. Dans ce podcast, je retrace la vie et les parcours atypiques de personnes que je croise. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bajard. Cet épisode, on l'a tourné dans l'amphithéâtre de l'IT de Saint-Pierre pendant le Startup Weekend. Donc je remercie l'association WebCup de nous avoir permis de faire cet enregistrement. Olivier est directeur général de la société des HLM de La Réunion. Donc on évoque d'abord son début de parcours et son ascension au sein du groupe EDF qui l'amènera jusqu'à La Réunion à découvrir notre île. On parle ensuite de son leadership et de l'importance de l'humain dans le management. On revient sur ses goûts et ses passions pour la gastronomie ou encore la plongée. Et enfin l'épisode se clôture sur un hommage à La Réunion, aux Réunionnais et à tous ses copains que Olivier quittera bientôt pour retourner à Paris. Olivier, un DG au grand cœur, c'est tout de suite dans The Little Big Show. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Startup Weekend? Comment tu t'es retrouvé ici, toi? En fait, j'ai rencontré Mahmoud Raza Mohammed et Frédéric Noguet sur une opération qu'on est en train de lancer avec la SHLMR sur la mise en place de défibrillateurs et de formation des personnes qui habitent nos HLM à l'usage du défibrillateur et aux premiers gestes de secours. Et Mahmoud Raza m'a parlé du Startup Weekend en me demandant si ça m'intéressait d'être coach pour des jeunes qui avaient des idées innovantes. Et comme je l'avais jamais fait, je me suis dit que c'était une expérience à tenter. Alors, et du coup, les premiers pitchs, qu'est-ce que ça t'a... J'ai trouvé ça hyper intéressant. D'abord, je trouve que c'est très courageux pour des gens de tous âges et de tous horizons, et en particulier les plus jeunes, de prendre la parole devant un public nombreux pour expliquer leur projet. Et puis les idées sont bonnes, et c'est intéressant de voir toutes ces énergies de gens qui ne se connaissent pas se fédérer autour d'un projet commun et essayer d'en faire une réalité. C'est un peu ce que tu fais, toi, dans ton boulot à la SHLMR. Tu essayes de... juste pour rappel, d'abord, peut-être revenir un peu sur ton parcours. Toi, tu es directeur général de la SHLMR, c'est ça? C'est ça. Ok. Et donc, si j'ai compris, tu es né en... Attends, je vais revenir dessus. Tu es né en 1974. C'est ça. J'ai 43 ans. Je vieillis jour après jour, sereinement et tranquillement. D'accord. Et du coup, c'est quoi pour toi le souvenir que tu as des années 70 et 80? Ça évoque quoi? Goldorak. Goldorak et Marc Toesca dans le top 50. Tu peux pas connaître, t'es trop jeune. Non, j'avoue. Mais du coup, t'es de quel côté de la métropole? Alors, je suis né à Lyon. Je suis un Lyonnais. Enfin, pas Lyon, en fait. Je suis né à Lyon, mais je viens d'un petit village à côté de Lyon où mes parents habitaient et qui s'appelle Saint-Laurent-de-Mur. Alors maintenant, c'est devenu une ville, mais voilà. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi après les années 80? Je vois que ta première expérience était chargée de communication à EDF et tu as fait une longue expérience chez EDF. Ouais, j'ai fait plein de choses en fait. J'ai fait quand je suis sorti de ma terminale littéraire, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait une prépa HEC. T'as fait une terminale littéraire? Oui, j'étais philosophe dans l'âme. Bergson et Schopenhauer m'ont toujours beaucoup fait rigoler. Non, c'est pas vrai, ça m'a pas beaucoup fait rigoler, mais j'ai toujours aimé. En fait, j'ai toujours aimé les lettres et les langues. J'ai toujours trouvé ça passionnant, et la philo aussi. Donc voilà, j'ai fait une première S parce que mes parents m'avaient dit fais une première S, c'est la voie royale. Et en fait, je me suis beaucoup ennuyé en physique, en chimie, en biologie et en maths. Un peu moins en maths quand même. Et donc j'ai embrayé sur une terminale littéraire, et là je me suis vraiment beaucoup amusé. J'avais même envisagé à un moment de faire de la philo. Et puis en fait, à cette époque-là, le marché du travail était un peu tendu pour les jeunes, donc je m'étais dit je vais essayer la voie royale. J'ai fait une prépa HEC. Comme je venais d'un petit village et que j'avais fait une prépa HEC un peu moins connue, moins cotée que les grandes prépas parisiennes ou lyonnaises, j'avais pas présenté de très grandes écoles, j'ai juste présenté l'EDEC comme grande école, et en fait voilà, j'ai été pris, donc je suis parti à l'EDEC à Lille pendant 3 ans. Et puis après les decks, j'ai un peu glandé, je dois dire. J'ai un peu pris mon temps, j'ai été patron d'un vidéoclub, j'ai vendu des salons chez Home Salon dans la zone industrielle de Saint-Priest. Et puis j'ai bossé un peu dans la grande distrie. Et en fait, je suis rentré chez EDF Ça, c'est super intéressant quand même. Je te coupe juste pour te demander comment tu fais pour
avoir géré un vidéoclub, avoir eu des expériences aussi diverses, mais qui forcément te donnent pas une longueur d'avance quand tu veux rentrer chez EDF. Comment tu fais pour convaincre ces gens que tu es le meilleur chargé de mission qu'ils puissent avoir en communication? Ouais, en fait, c'était un moment privilégié chez EDF où, dans le cadre du passage aux 35 heures, la société a signé un contrat avec l'État où elle s'engageait, elle, à faire passer ses salariés à 32 heures. Et pour 5 salariés à 32 heures, ils en embauchaient un 6e. Ah. Donc, en fait, j'ai bénéficié d'un effet d'aubaine. Non, mais j'avais quand même une bonne école de commerce qui est à ses côtés chez EDF. C'était une époque où ils ont recruté beaucoup de jeunes cadres, donc voilà, j'ai été recruté. Après, j'étais recruté à Auxerre, où j'ai commencé comme chargé de com. C'était assez sympa d'ailleurs, parce que c'était un métier assez riche. On a fait des choses aussi intéressantes que d'être mécène et partenaire du château médiéval de Guédelon, qui est un projet hyper intéressant où un espèce d'illuminé local avait décidé de recréer un château fort et les activités d'un château fort médiéval, à la mode médiévale, avec les techniques médiévales, et d'en faire une espèce de musée vivant construit sur une 50aine d'années. Donc je vous invite à aller visiter le château de Guédelon, qui est un truc extraordinaire, qui d'ailleurs cartonne en termes de visite. Et voilà, donc j'ai fait des choses aussi rigolotes qu'organiser des tournois de tennis, l'Open Gaz de France, parce qu'à l'époque c'était EDF-GDF. Ouais. Et surtout, en fait, j'ai découvert le monde du travail dans une entreprise extrêmement structurée, extrêmement hiérarchisée, extrêmement professionnelle, avec un gros niveau d'engagement des gens. Et moi, je suis très sensible à la question de l'humain, et l'humain est très important chez EDF. Là, les relations sociales sont ce qui fait que quelqu'un échoue ou réussit, la maîtrise des relations sociales. Donc, c'était très intéressant. D'accord. Tu as rapporté ça un peu à la SHLMR ici Ce que j'ai rapporté à la SHLMR, c'est... Le fait de considérer l'humain, et le fait aussi d'avoir un onboarding super important pour tes employés, leur apprendre les valeurs, etc. Alors, ouais, je vais dire ça un peu différemment. C'est-à-dire que moi, je suis très attentif à l'humain. J'ai beaucoup de respect pour la vie syndicale aussi, puisque mon père et mon grand-père étaient syndicalistes. Je viens pas d'un milieu privilégié. Je suis venu à la SHMR parce que j'ai grandi dans un environnement très HLM, aux Minguettes à Lyon, et en dessous des Minguettes au Charéard. C'était deux quartiers un peu connus pour être des quartiers pas très très agréables de la ville de Lyon. Et je me t'ai toujours dit, tiens, on doit pouvoir en faire un truc. On n'est pas obligé d'avoir des cités dortoirs, on n'est pas obligé d'avoir des endroits où les gens ne se connaissent pas, on n'est pas obligé d'avoir des HLM tristes. Le HLM n'est pas forcément blême, contrairement aux chansons de Renaud. Et donc, non, je suis venu à la SHLMR parce que vraiment, je m'étais dit, tiens, il y a des choses à faire pour changer la société à travers le logement social, et ça m'intéresse de faire bouger les lignes de la société. En ce qui concerne les valeurs, j'ai pas appris les valeurs de la SHLMR aux salariés, c'est plutôt eux qui m'ont appris leurs valeurs, et elles sont éminemment respectables. C'est des valeurs faites de solidarité, de respect, de dignité. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait un vrai sens du collectif dans cette entreprise, une vraie envie d'utilité sociale, et en même temps une défiance vis-à-vis de la direction générale, parce que les gens avaient le sentiment de ne pas forcément être écoutés comme ils devaient, avaient le sentiment que la stratégie était très descendante. Et voilà, donc on s'est rencontrés autour de cette volonté d'écoute, de partage, de respect, à la fois pour nos salariés, à la fois pour nos clients. Et on a tous un peu chevillé au corps cette idée que une société HLM qui marche bien, c'est une société qui considère que les gens ne sont pas des locataires d'un bailleur, mais des habitants d'un quartier, et qu'il faut entretenir ça, faire en sorte qu'il y ait une forme de fluidité sociale un peu partout. Et du coup, c'était quoi les 100 premiers jours d'Olivier Bajard à la SHLMR? C'était quoi les 3 objectifs principaux, disons?
je suis un peu. Les objectifs, c'était vraiment de comprendre les forces à l'œuvre dans le corps social, comprendre les besoins des habitants et puis comprendre aussi les besoins de nos partenaires. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, d'abord avec les salariés et les syndicats, comprendre, écouter, entendre ce qu'ils avaient à dire, entendre ce qui les gênait aussi. Typiquement, on avait à un moment donné dans cette société décidé, pour des raisons économiques tout à fait compréhensibles, d'arrêter d'avoir des gardiens d'immeubles. Ouais. Et donc on avait des gardiens d'immeubles qui étaient pas très fiers de leur métier, qui avaient le sentiment qu'ils étaient la 5e roue du carrosse, alors qu'en fait, et qui se considéraient un peu comme les éboueurs de la société, alors qu'en fait, c'est les facteurs de la société. C'est vraiment, si ça marche avec les locataires, avec les habitants, c'est parce que eux font leur boulot correctement, parce qu'ils sont fiers de le faire. Donc on a travaillé là-dessus. J'ai beaucoup rencontré les gens pour comprendre un peu les enjeux. J'ai beaucoup rencontré les locataires, les associations de locataires, et puis dans un deuxième temps seulement, j'ai rencontré les élus pour comprendre un peu leurs attentes. L'enjeu, c'était vraiment de redonner une forme de confiance aux gens dans leur capacité à faire entendre leur voix au sein de la société. Et ça, c'est un truc qu'on apprend assez vite chez EDF, parce que EDF, les rapports sociaux sont quand même, comme je disais tout à l'heure, assez constitutifs de la qualité de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on peut partir en guerre contre les syndicats et dire voilà, on est ennemis, ou décider de construire ensemble. Et on voit que quand on décide de construire ensemble et qu'on se dit l'autre a peut-être des choses à m'apporter auxquelles je n'ai pas pensé, ça marche tout de suite mieux. Donc c'est arrivé à créer des relations qui vont au-delà des NAO et de je veux des revalorisations, etc. C'est ouvrir le scope un peu peut-être. Oui, et puis considérer que quand on a un CHSCT par exemple, les idées intelligentes, il ne faut pas les mettre de côté sous prétexte qu'elles ne viennent pas de nous. Donc moi je me souviens de mon premier CHSCT à la SH-Les-Mers où les collaborateurs de la clientèle sont arrivés avec des vraies problématiques de sécurité et de prévention sécurité dans les lieux d'accueil du public. Ouais. Où ils avaient des idées, et elles étaient bonnes, et j'ai dit ok, on met en place. Et là, le médecin du travail m'a regardé avec des yeux ronds en disant vous savez que d'habitude, c'est la première fois que ça arrive. pas la première fois, parce qu'il ne faut pas. Alors ils étaient contents. Pas sous la contrainte, quoi. Pas après des discussions. Les gens, voilà, moi je crois foncièrement. C'est pas un projet qui avait accouché dans la douleur, quoi. Non, je crois que foncièrement, ce qu'il faut avoir quand on manage des grosses équipes comme ça et des grosses entreprises, il faut surtout pas croire qu'on a la science infuse. Ça c'est important. Et il faut surtout pas n'avoir que de considération pour le statut. Le statut, c'est une chose, mais le respect du statut, ça se construit. Tu veux dire le respect du statut de dirigeant ? Ouais, de dirigeant. Moi, je me sens pas dirigeant de la SH-Les-Mers en premier. Je me sens en premier collaborateur de la SH-Les-Mers. C'est des collègues. Je me sens en premier porteur d'une mission de service public avec des gens qui font ça depuis un certain nombre d'années et qui en connaissent beaucoup plus que moi sur ce métier. D'accord. Okay. Donc voilà. On a fait des choses rigolotes avec les organisations syndicales, on a fait des choses rigolotes avec les salariés. J'aime bien que les salariés prennent le pouvoir aussi. Je trouve que... alors je ne suis pas complètement convaincu par l'entreprise libérée parce que je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit décider et que le risque d'avoir sans cesse une recherche de consensus, ça peut amener à prendre des positions un peu risquées. Mais j'aime bien l'idée que... les gens soient acteurs de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on a mis en place un comité bien-être au travail qui est piloté par des salariés qui font des propositions pour améliorer le quotidien dans la société. On a mis en place un comité prévention-sécurité où là aussi ce sont des salariés qui interviennent pour donner leur avis sur ce qu'il faut faire en matière de mieux-être au travail, de prévention, de sécurité, de santé. On va mettre très prochainement en place un comité innovation là aussi où on souhaite que les salariés puissent fonctionner en mode chef de projet et puis piloter un projet innovant de bout en bout. Mais voilà, moi je crois beaucoup à la voix du... La force d'une entreprise, c'est pas son dirigeant. Son dirigeant, il est justement là pour faire ressortir la force de l'entreprise. La force de l'entreprise, c'est la capacité du corps social à avancer ensemble au service d'une mission et en comprenant le sens de ce qu'ils font. Je disais un truc tout à l'heure sur LinkedIn qui m'a
m'a fait sourire, c'est si tu veux construire un bateau, ne donne pas d'ordre aux gens en leur disant il faut mettre telle planche là, telle planche là, telle planche là. Donne-leur envie de voir la mer. Et je crois que c'est ça le truc, c'est l'envie. L'envie, c'est un super driver. L'enthousiasme, c'est un super driver. Et le dirigeant, son boulot premier, c'est pas d'être le patron. Son boulot premier, c'est de donner envie et de donner le sens. Et si tu fais ça, normalement ça suit. Mais alors du coup, tu l'as appris comment ça ? Ben, j'ai eu des bons patrons avant. Ouais. Tu veux nous parler d'un de tes patrons ? Ouais, j'en ai eu plein de biens, mais peut-être un à qui tu voudrais faire un clin d'œil. Pour les Réunionnais, quand j'étais chez EDF entre 2011 et 2015, en fait, il y avait Patrick Bressot qui était le directeur régional d'EDF, qui était un type extraordinaire. Avec lui, on a fait des choses complètement dingues en matière de dialogue social, en matière de réussite. Et c'est des gens qui sont à l'écoute. C'est des gens qui étaient... moi, j'ai regardé ces gens-là sur des postes à très, très grosse responsabilité. Bon, quand tu es le patron d'EDF à La Réunion, tu es quand même une des 5 grosses boîtes. Il y a le préfet, il y a le recteur, il y a le patron d'EDF, quoi. Il y a François Caillé, et voilà. Il y a François Caillé, il y a Jérôme Isotier, c'est personne, mais je ne vais pas citer tous les noms. Mais en gros, quand tu es à La Réunion, il y a Yann de Prince, voilà. Quand tu es à La Réunion, tu as des gens qui font La Réunion. Et ben, je crois que Patrick Bressot, c'est quelqu'un qui a eu un regard sur La Réunion extrêmement ouvert, extrêmement constructif et dans le respect des Réunionnais. C'est lui qui m'avait donné d'ailleurs cette réflexion. Quand on embauche chez EDF, et moi je fais maintenant la même chose à SH Les Mers, quand on a un poste à pourvoir, on regarde d'abord si on a une compétence en interne. Ouais. Et si on l'a pas, c'est qu'on n'a pas fait le boulot. Donc il faut faire le boulot et faire la formation qu'il faut. Si on n'a pas en interne, on prend à La Réunion. Et seulement si on ne trouve pas en interne ni à La Réunion, alors on va voir en métropole si on trouve des talents. Et c'était... voilà, il connaissait suffisamment La Réunion pour être ancré dans les problématiques qui n'ont pas tardé à sortir sur la créolisation des métiers, sur la préférence régionale. On peut faire de la préférence régionale intelligente et il l'a fait. Voilà. Moi, j'aime bien ces gens qui sont vraiment en prise avec leur territoire, qui ne sont pas dans une logique de fonction, mais qui sont vraiment dans une logique de mission. Et voilà, des bons patrons, j'en ai eu plein. Moi, j'ai coutume de dire que ma vie professionnelle est un peu l'histoire de la grenouille qui se fait toujours embrasser par la bonne princesse dans le conte de fées. À chaque fois que je me suis fait embrasser par une princesse, je me suis transformé entre guillemets en prince charmant. Ah, mais t'as su recevoir aussi. Ben mais je pense que c'est même pas une question d'être dirigeant ou pas dirigeant. Un être humain de qualité, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'environnement. C'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres. C'est assez rigolo. Il y a deux manières d'écouter. Il y a écouter pour prendre la parole derrière et répondre, ou il y a écouter pour comprendre ce que l'autre a à dire. Moi, ma plus grande fierté à La Réunion, c'est en tant que Zoreille, parce que je suis un Zoreille. J'aurais bien aimé être né à La Réunion, mais... Maintenant, t'es plutôt un Zoréole quand même. C'est ce que m'a dit un ancien représentant syndical de la CGT d'EDF, parce que j'ai donc pris ça comme un grand compliment, parce que quand je suis arrivé, c'était pas forcément facile. J'ai été invité à des baptêmes, à des anniversaires. Je suis nul en karaoké, mais j'en fais plein maintenant. Et voilà, quand les gens vous considèrent suffisamment accessible, suffisamment proche et suffisamment simple pour vous inviter à des choses familiales, c'est que vous avez compris l'essence du territoire. Et pour moi, c'est important. On peut pas faire des grandes choses dans un territoire si on n'a pas compris l'essence du territoire. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu as... si tu avais une comparaison à faire entre la culture métropole, qui est la tienne, et ta découverte de la culture réunionnaise? Je trouve que La Réunion, ça ressemble beaucoup. J'ai fait mes études dans le nord de la France, puis j'ai beaucoup travaillé dans le nord de la France. Ouais. Je trouve que La Réunion, ça ressemble vraiment au nord de la France. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont hyper sérieux, engagés, investis. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et puis, moi, chaque fois que je reçois un collaborateur métropolitain, j'explique ce que ça veut dire gros cœur. Et je explique ce que ça veut dire non win à point bataille. C'est deux sujets, c'est deux trucs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir
Alors, quand je suis arrivé à La Réunion, j'avais acheté des bouquins pour apprendre le créole réunionnais, donc je me suis intéressé. Alors, j'ai fait mon discours de départ chez EDF en réunion, en créole. En créole, M'y connais autres moukat à mon causement, évidemment. J'espère que tu as encore la copie. Oui, qu'il y a des gens qui l'ont gardé. Ouais, c'est des gens. Moi, ce que j'aime bien chez les Réunionnais, c'est que c'est des gens vrais, c'est des gens avec des valeurs de famille, des valeurs de solidarité, avec un vrai sens du travail, mine de rien. Je trouve qu'on pourrait être tenté dans un environnement aussi beau de pas avoir le sens du travail et plutôt d'avoir le sens de la fête et de la déconne. Et ben tout est là en fait à La Réunion. Il y a vraiment le sens du travail, il y a vraiment le sens de la fête, le sens du partage. C'est super intéressant et c'est des gens qui vont au bout. Par contre, il faut les respecter. Et ça c'est une évidence qu'il faut respecter les gens, mais pour bien respecter les gens, il faut bien comprendre ce qui peut être perçu comme du manque de respect. Et ça, quand on arrive de métropole et qu'on arrive à La Réunion, on ne se rend pas compte de la portée de ce qu'on dit. Et ça, c'est un truc auquel moi j'ai été super attentif parce que j'ai fait une bêtise une fois. Ah, j'allais te demander, raconte-nous cette bêtise. Non, oui, si. En fait, tu peux le dire. Non, mais oui, c'était un truc assez rigolo parce que j'étais un soir avec le DRH d'EDF Réunion et on était en train de discuter et puis il y a un type qui rentre qui est un type qui fait un super boulot qui est conducteur sur le réseau la nuit. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il surveille qu'il n'y a pas de problème sur le réseau électrique. Il fait les manips qu'il faut pour qu'il y ait toujours de l'électricité chez tout le monde. D'accord. Et c'est des jobs en 3/8. C'est un des rares jobs d'EDF en 3/8, à part l'exploitation des centrales. Ouais. Et donc, ce gars arrive dans le bureau et puis il dit excusez-moi, il y a au DRH, votre voiture bloque ma voiture. Et le DRH répond oui, mais c'est parce que il y avait quelqu'un. Non, c'est le DRH qui lui dit votre voiture bloque ma voiture. Et le gars lui répond oui, mais c'est parce que quelqu'un avait pris ma place. Et moi je dis bah écoutez, ouais, ok, donc le meilleur moyen de punir quelqu'un, c'est de le faire chier comme on vous a fait chier, comme on vous a fait chier vous. Et le type l'a hyper mal pris. Mais moi je l'ai pas vu. Parce qu'il l'a pas dit. Non, il l'a pas dit. Évidemment, il l'a pas dit. J'étais le patron. On dit on répond pas au patron. Et c'est pour ça que je me suis vraiment détaché de la question du statut. Ouais. Parce que si on n'a pas conscience de ce que représente le statut, alors les gens nous diront jamais rien d'important. Et donc ça peut être difficile d'être déconnecté du coup. Ouais. Et ce gars-là était gros cœur. Et puis je me suis dit quand même, j'ai senti un truc. Donc un matin, à sa prise de travail, très tôt, vraiment très tôt, je suis passé à la conduite HTA d'EDF et puis je suis allé m'asseoir à côté de lui et j'ai dit écoutez, voilà, je voulais pas vous vexer, je crois que je l'ai fait, donc je vous prie de m'excuser. Et le gars m'a dit vous savez, c'est la première fois qu'un directeur vient à cette heure-ci dans mon bureau quand il n'y a pas un cyclone et en plus pour s'excuser, ben ok. Et là j'ai compris un truc ce jour-là. J'ai compris qu'il fallait, parce que je suis assez cash, et j'ai compris qu'il fallait vraiment être attentif à tout ce qu'on dit, à la manière dont on le dit. Voilà, le respect des gens, c'est un truc fondamental. Et ce type-là, qui est un type brillant, il était remonté, on aurait pu le perdre parce que j'avais pas fait gaffe. Ouais. Voilà. Après, j'ai une chance par rapport peut-être à d'autres, c'est que quand je me trompe, je dis je me trompe, et quand je dois m'excuser, je présente des excuses. C'est pas toujours le cas voilà, il y a des gens qui sont assez autocratiques. Voilà, moi je pense l'échec, ça fait partie de nos métiers. Il faut pas croire qu'on a toujours raison, il faut pas croire qu'on est toujours bon. Se prendre une grosse gamelle, alors c'est pas une grosse gamelle, mais ça peut faire boule de neige. Justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Tu t'es pris des grosses gamelles, comme tu dis? Je me suis jamais pris des grosses gamelles. J'ai eu des situations complexes. Un jour, je me suis retrouvé dans une agence avec un flingue sur la tronche quand j'étais chez EDF, sur la tête, pardon. On est à la radio. Je me suis retrouvé je me suis fait braquer, mais bon, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Puis ça s'est plutôt bien fini. Mais j'ai jamais planté un truc vraiment.
Il y a des choses que j'aurais eu envie de faire et que j'ai pas réussi. Par exemple, je voulais avoir un corps d'athlète à 40 ans, c'est complètement raté. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Je crois que c'est à cause de ton amour pour la gastronomie. C'est ça. Mais ouais, le vin surtout. Mais, le vin, ouais. Je sais pas si on a le droit de dire ça avec la loi E20. Mais non, j'ai jamais vraiment rien planté. Il y a des choses que j'aurais aimé mener plus loin, mais j'ai pas eu de gros échecs. Non, j'ai pas eu de gros échecs. Tu vois, je me suis dit, à un moment, je me suis dit, je vais aller faire l'INSEAD parce que j'avais envie de faire un MBA et que c'était le meilleur MBA du monde. Et puis, tu m'en parles souvent, justement. Mais dis pas souvent, ça fait genre le mec qui raconte à tout le monde qu'il a fait. Non, pas du tout, mais pas dans des termes comme ceci. Mais voilà, j'ai apparemment quand même quelques formations EDEC et INSEAD. T'as retrouvé quelque chose que tu n'aurais pas retrouvé ailleurs? Ouais, EDEC et INSEAD, j'ai fait l'INSEAD surtout parce qu'à l'EDEC, j'ai surtout fait la fête. Et qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais pas. Non, l'EDEC, ouais, c'est un peu haché ce que je dis, mais j'ai jamais fait des choses que j'avais pas envie de faire. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, c'était quand j'étais chef de projet informatique chez EDF. En fait, on m'avait vendu un truc qui était super attirant sur le papier. Et en fait, je me suis retrouvé chef de projet informatique et je suis pas du tout fait pour l'informatique. Ça me gonfle, l'informatique. C'est un truc que je trouve pas sexy. Donc je l'ai quand même fait jusqu'au bout, mais par contre après je suis parti 1 an faire le tour du monde pour m'en remettre avec ma femme, parce que c'était vraiment pas mon truc. Mais j'ai tout le temps fait des choses qui me plaisaient, ou qui, si elles me plaisaient pas au début, je les transformais suffisamment pour que ça devienne quelque chose qui me faisait rigoler. Mais je pense que voilà, probablement ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment d'échecs, de gros échecs. On a tous raté des trucs, on a tous planté des dossiers, voilà. Mais j'ai jamais eu de gros échecs parce que je suis pas sérieux en fait. Je suis pas, je me prends, enfin, je me marre. La vie c'est drôle. C'est fait pour profiter, c'est fait pour prendre du plaisir, c'est fait pour prendre les sourires là où ils sont. Et c'est un peu ça mon driver, c'est qu'on prenne du plaisir. C'est intéressant parce que je suis pas sûr que tous les entrepreneurs de La Réunion pensent que le travail, l'entrepreneuriat puisse se faire dans le bonheur. Et ça, je trouve que c'est un message important à partager. Alors je pense que, tu vois, là on est au Startup Weekend, je pense que tous les gens qui sont là et qui portent des projets et qui en bavent à monter des business models en un temps hyper réduit, des business plans, à trouver une marque, une valeur, ils en bavent, mais ils prennent du plaisir. Oui. Et moi, je le vois quand tu arrives au bureau, que tes collègues te sourient, que tes collaborateurs te sourient, que les gens, quand ils ont quelque chose à te demander ou à te dire, viennent te voir dans ton bureau, frappent à la porte. Ma porte est souvent ouverte, mais si tu veux, tu peux être un patron qui dit ma porte est toujours ouverte et jamais répondre oui quand on frappe. Ouais. Bon, moi j'ai dit que ma porte était ouverte, quand on frappe, je réponds oui. Bah, c'est quand même super agréable. D'abord parce que tu sais ce qui se passe dans ton entreprise, parce que quand tu es DG, bah, forcément tu vois pas tout. Et si tu n'as pas des bons relais sur le terrain, si tu n'as pas des gens qui ont confiance en toi, voilà. Et pour que les gens aient confiance en toi, il faut qu'ils se sentent à l'aise, il faut qu'ils se sentent reconnus, il faut qu'ils se sentent dignes, il faut qu'ils se sentent respectés. Et ça, je pense que c'est l'essence du bonheur au travail. Moi, j'adore LinkedIn. Hein. Je suis un gros fan de LinkedIn, je mets plein de choses dessus. Ouais. Et j'adore tous ces gars qui écrivent 20 fois par jour les 3 clés du succès pour monter une bonne entreprise, les 10 bonnes raisons, les 20 choses à ne pas mettre dans ton CV. Comment faire comme Elon Musk. Ouais, voilà. Les 3 conditions à remplir pour monter sur la Lune. Enfin, voilà. Moi, réussir en entreprise, il n'y a pas de recette. Parce qu'il y a des idées qui sont bonnes, il y a des idées qui ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui ont fait foirer des boîtes avec des super bonnes idées. Il y a des gens qui ont réussi des chefs-d'œuvre avec des idées toutes pourries. Ouais. Et la vraie clé, c'est est-ce que dans l'entreprise, les gens se respectent suffisamment pour se dire les choses et se les dire de manière cordiale.
vrai. Moi, voilà, il m'est arrivé de me séparer de collaborateurs. C'est pas pour autant que je les ai insultés. Voilà, on n'est pas d'accord. On fonctionne pas sur le même modèle. Il faut qu'on s'arrête là. Et honnêtement, c'est pas moi qui vais partir. Je suis le patron. Donc, mais enfin. Et encore, je pense qu'il peut arriver qu'on soit confronté à des situations où on se rend compte qu'on n'est pas adapté à l'endroit dans lequel on est. Et il faut pas rester. Moi, j'ai quitté EDF après 18 ans. J'adore EDF, c'est une très belle boîte. Mais chez EDF, je fais partie des personnes atypiques. Et atypique chez EDF, ça signifie problématique. Alors que là, je suis dans une société où atypique, c'est plutôt perçu comme une formidable opportunité par mes actionnaires et notamment par mon actionnaire principal. Ouais. Et tu recrutes des profils atypiques du coup ? Oui, je recrute des profils atypiques et puis je recrute aussi des profils typiques. Et puis des profils typiques. Les amateurs de calembour se régalent. Oui, alors c'est assez paradoxal avec les diplômes que je me trimballe, mais je crois pas beaucoup aux diplômes. Ouais. Tu fais des diplômes juste pour faire la fête en fait. Non, mais quand tu es étudiant, enfin, tu vois, moi je sortais de la campagne, j'avais jamais connu autre chose que Saint-Laurent-de-Mur et la Puis banlieue après de 2 Lyon. ans de prépa aussi. T'arrives à Lille après 2 ans de prépa. Lille, c'est quand même la ville de la bière, des rues piétonnes. C'est une super belle ville d'ailleurs. Hein, c'est vraiment. Il n'y a que des rues de la soif. Oui, non, pas que, mais non. Et puis culturellement, c'est super intéressant. T'es pas loin d'Amsterdam, de Bruxelles, de Londres. Non, c'est vraiment bon. Mais et puis voilà. Moi, je suis un gars de la Cambrousse, quoi. Je suis un gars de la campagne. T'arrives dans des endroits comme ça, t'as envie de tout goûter, tout sentir, tout connaître, tout comprendre. Croquer la ville. Et donc voilà, et puis je l'ai fait pour ça, si tu veux. Si j'avais voulu vraiment, j'aurais été à l'école de management, enfin j'aurais présenté l'école de management de Lyon. Mon père bossait à 2 minutes de l'EM Lyon, et voilà, c'était pas ça dont j'avais vraiment envie de découvrir autre chose. Mais et voilà, là j'ai perdu le fil de ce que... Oui, si je recrute pas de profil atypique. Parce qu'ils sont atypiques, je recrute des profils qui vont faire du bien à l'entreprise. Et du coup, comment tu recrutes en fait ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as des méthodes différentes ? Est-ce que tu es dans le schéma CV, lettre de motivation, ou tu essaies d'ouvrir un peu le scope ? Ça dépend des niveaux en fait. Ça dépend des niveaux. Tu vois, là en ce moment, on a 4 autistes en permanence dans l'entreprise qui travaillent parce qu'on a eu une relation avec la LEFPAC et qui accompagne les personnes en situation de handicap, qui nous ont dit ouais, on aimerait bien que vous puissiez accueillir des personnes souffrant de handicap ou touchées par l'autisme. Parce que je ne sais pas si c'est une souffrance, c'est compliqué l'autisme. Mais touchées par l'autisme dans votre entreprise, donc on l'a fait. C'est carrément génial. D'abord parce qu'ils sont super forts en fait. Hein. Ils sont super focus sur le boulot. Puis quand ils prennent un dossier, ça cartonne, ça va super vite. C'est-à-dire que vraiment, ils vont plus vite ils sont plus rapides que nous. Ils sont plus focus que quiconque. Sur des tableurs Excel, des machins, ils sont vraiment... Et en même temps, des tout petits trucs peuvent les déstabiliser profondément. Donc ça oblige le management à être super attentif à ce qu'il fait. Et donc, j'ai des collaborateurs qui sont venus en disant, depuis qu'on a recruté ce garçon ou cette fille, le chef, il est plus cool. Il est plus attentif, il est plus empathique. Ouais. C'est assez sympa. Après... ça passe on fait comme tout le monde, c'est-à-dire moi je passe par un cabinet de recrutement ou plusieurs cabinets de recrutement pour recruter les gens. Après sur des jobs à enjeu, je reçois les gens et il nous arrive de faire des paris, il nous arrive de recruter quelqu'un et de s'être planté parce que la personne ne va pas, mais de se dire cette personne elle me plaît quand même, donc je vais essayer de la recycler, de la faire rebondir ailleurs. Ouais. Voilà. Le seul truc que je dis c'est il ne faut pas que le diplôme ce soit un critère de sélection en particulier pour les métiers d'appel chez nous. Quoi. Le diplôme, c'est le drame de la société française. Ouais. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire que je me rappelle d'avoir passé un entretien pour aller chez Dalca. Donc on était plusieurs candidats et je me rappelle qu'un de mes interlocuteurs m'a dit mais vous savez que vous avez mieux... vous avez bien réussi les entretiens et vous êtes même mieux placé qu'un très, très haut potentiel de chez nous.
Et je dis, mais c'est quoi un très haut potentiel chez vous ? C'est un polytechnicien. Et je dis, oui, mais moi, vous savez, les polytechniciens, j'en connais plein qui sont très brillants, et puis j'en connais plein qui sont très brillants. Mais il y a des très brillants qui font avancer les choses, et puis il y a des très brillants qui font surtout jamais avancer les choses. Et je crois que ce qu'il faut... l'enjeu, c'est pas d'avoir des diplômes, c'est d'avoir des talents et des potentiels. Alors même d'ailleurs, plutôt des potentiels que des talents. Le potentiel, c'est ça se révèle ou ça se révèle pas. Ouais. Le talent, c'est quelqu'un, vous savez qu'il va apporter un truc. C'est pas forcément quelqu'un qui va, mais il va apporter un truc. Et voilà, c'est ça qu'il faut rechercher. C'est des gens qui vont on voit beaucoup ça aujourd'hui avec le reverse mentoring. J'aime bien cette idée de reverse mentoring. J'aimerais bien en faire. Reverse mentoring, ouais. Alors, reverse mentoring, en fait, c'est quand un jeune qui connaît rien à la boîte va expliquer à un vieux quoi faire. Excellent. Alors, je caricature quand je dis un vieux, c'est pas forcément un vieux, parce que je me considère comme un vieux, mais à 43 ans, on n'est pas forcément vieux. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et du background, mais qui voit les choses avec son prisme. En fait, c'est juste une confrontation de prisme. Et il y a un truc super, il faut aller voir ça sur Internet. Il y a. Je crois que c'est Adecco qui fait ça. Ouais. Ils prennent un jeune et pendant un mois, il devient global CEO d'Adecco. Et ça, c'est ultra culotté. Parce que ils prennent pas n'importe qui non plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est super intéressant parce que ça permet de remettre en question ce qu'on appelait au Moyen-Âge la journée des fous, où l'employé prenait la place du patron. Voilà. Moi, je crois que c'est vachement intéressant d'avoir cette approche-là. Je crois qu'il faut vraiment chercher des gens qui nous apportent des choses, qui permettent de faire changer nos lignes, de faire bouger notre manière de penser. C'est pour ça que je suis venu au Startup Weekend, parce que la SHLMR ou EDF, c'est surtout pas des startups. Il peut y avoir dans certains métiers un esprit startup, mais c'est pas des startups, c'est des grosses machines capitalistiques qui ont un modèle avec la durée de vie des centrales, c'est 40 ans, la durée de vie d'un immeuble, c'est 40 ans. Les gens qui prennent des décisions en 1980, ils ne seront pas comptables de leurs décisions en 2020. Ouais, bien sûr. La start-up, c'est tout de suite, c'est maintenant. La sanction, elle est immédiate, positive ou négative, c'est cash, ça oblige à énormément d'agilité. Et c'est ça qui est cool. C'est ça que je viens chercher ici. Et en plus, je vois des gens, des coachs comme moi ou même des jeunes, des porteurs de projets qui ont une vision sur des trucs dont j'ai jamais entendu parler. Donc voilà. Il y a un truc qui ressort là de dernières 24 heures. Je suis hyper content parce qu'il y a 3 idées que j'avais identifiées dans les pitchs en disant ça, c'est carrément porteur. Et les 3 font partie des 13 participants retenus. Et moi, il y a 3 projets que je pense ça peut être des belles réussites entrepreneuriales. Et puis après il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Ce prof de STAPS qui vient avec tous ses élèves et qui les oblige à passer pour avoir une bonne note. Obligé en fait. Alors moi j'ai discuté. Il faut avec passer lui. pour avoir une bonne note, non. C'est un peu obligé, non ? Non, c'est pas ça. Alors c'est pas. Justement, j'ai discuté avec lui. J'ai dit c'est le seul truc que j'ai trouvé dommage et il m'a dit mais non, je les ai pas obligés. Je leur ai juste dit si vous faites pas ça, vous aurez un devoir à rendre sur un autre sujet. D'accord. Ce qui est fair play. Ce qui est assez fair play. Et ce que je trouve super intéressant, c'est STAPS. STAPS, c'est des gamins qui vont faire des études de sport. Et ce gars-là s'est dit, les études de sport, ça veut dire qu'ils vont être éducateurs sportifs. C'est des gens qui doivent avoir une certaine empathie, une certaine présence, un certain sens du réseau, un certain sens du relationnel. Et ils sont câblés pour ça. Et ça va leur permettre aussi de monter un projet en dehors du seul sport et d'avoir une vision un peu entrepreneuriale. Et je trouve ça... je connais pas ce gars, il n'est pas de ma famille, c'est pas un cousin, mais bravo quoi. Bravo, un grand bravo, c'est juste super malin, c'est juste super intelligent. Là, c'est pareil, l'autre jour, je saluais ma directrice, la directrice des systèmes d'information de la société, qui a emmené une partie de son équipe jouer avec Red Samurai. Et je trouve ça bien. Il faut sortir de son environnement, des sentiers battus. Il faut permettre aux gens d'interagir, d'innover, de se connecter, de se confronter à d'autres sujets. Là, je suis en train de de faire un appel d'offres sur un accompagnement du middle management de la société par
par des cabinets pour justement sur le thème sortons de chez nous, quoi. Allons voir ailleurs. Vous êtes commercial, allez faire 3 semaines chez Renault, allons reprendre des cours à la fac, faisons des. Il faut chaque jour se remettre en question, réinterroger ses pratiques, mais aussi se dire que les gens d'à côté ont probablement des super idées à aller moissonner. Et là, moi, je vois plein de choses. Il y a des entreprises avec qui forcément je vais les revoir après parce qu'ils ont ou des concepts ou des approches qui me semblent super bénéfiques pour n'importe quelle boîte. D'accord. Donc 18 ans chez EDF. Ouais, 18 ans chez EDF. Entrecoupé d'un long voyage. Ouais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la femme de ma vie, qu'il est resté d'ailleurs, parce que quand vous passez 7 jours sur 7 et 24 sur 24 dans des endroits aussi incongrus qu'un hôtel de passe à Kota Kinabalu sur Bornéo. On s'engueule parfois. Ouais, on s'engueule un peu. Et puis, en même temps, on est parfois confronté à des situations qui sont un peu rudes. Et quand tu te retrouves dans on demande à savoir qui craint non mais c'était assez rigolo. Je pense à Kota Kinabalu à Bornéo. Donc Bornéo, tu vois, c'est l'île aux palmes. C'est quand même pas un endroit où tous les touristes vont. C'est plutôt. Et puis nous, on y allait en plus sac au dos, donc on se retrouve dans un quartier. Vous avez quel âge? Moi j'avais 30 ans et elle avait 31 ans. Et puis vieille que moi, je suis un peu comme le président Macron, j'aime bien les plus âgés. Et non, c'était rigolo parce qu'on s'est retrouvé dans ce coin où le chauffeur tu vois, écouter les gens et pas arriver avec des certitudes. Le chauffeur de taxi nous dit mais non, mais là où vous allez, alors c'était pas un taxi, c'était un truc un peu comme un taxi mais moins cher. Là où vous allez, mais il y a plus d'endroit, parce qu'on cherchait un backpacker. Donc un backpacker, pour les gens qui parlent pas anglais, c'est un endroit où on dort avec son sac à dos. C'est comme une auberge de jeunesse mais en plus cheap. Encore plus cheap, ouais. Et voilà, tu pars sac au dos autour du monde. Si tu veux que ça dure longtemps, il faut économiser. Et donc on se retrouve dans un endroit où le chauffeur de taxi nous dit mais là il n'y a pas de backpacker. On lui dit attendez, on a lu, c'est bon, on a lu. Il n'y a même pas de route. C'est bon, ça va, déposez-nous là. Et on se retrouve là. Et effectivement, le chauffeur de taxi disait la vérité. Il y avait plus de backpackers et on pouvait pas appeler l'Omnipalette pour leur dire. Non, c'est ça. Et en plus, dans l'Omnipalette, il est marqué mais surtout après 8h du soir et surtout quand il fait nuit, en tant que résident étranger, ne restez pas dans ce quartier qui est extrêmement dangereux. Allez dans votre backpacker qui n'existe pas. Voilà. Et donc voilà, on s'est retrouvé à dormir dans un hôtel juste à côté qui s'est avéré pas très cher. Je crois qu'on était à 15 francs la nuit. C'était des francs à l'époque, donc 15 francs ça fait à peine. Ça fait 2 €. Ouais, à peine 2 €. Un peu plus de 2 €, 2,50 €. Et on n'a pas beaucoup dormi pour beaucoup plus de 3 € pendant le tour du monde. Et là, donc on a trouvé que c'était pas cher, c'était sympa. Mais à 1h du matin, mon voisin de chambre a commencé à chanter à tue-tête. Donc je suis allé gentiment, on s'est réveillé évidemment avec ma femme, je suis allé frapper à sa porte. Et là, un type assez intéressant, j'aurais dit 70 ans, ouais. En slip rouge, une tonsure sur le crâne et un long catogan, et une jeune fille chinoise et une bouteille de rhum dans sa chambre. Et donc le gars me dit qu'est-ce que vous voulez, en anglais évidemment. Je dis écoutez, je trouve que vous chantez un peu fort. Je voudrais dormir. On voudrait dormir, c'est quand même un hôtel ici. Et là le mec éclate de rire, il se retourne vers la jeune fille, il fait il croit que c'est un hôtel. Ah, il était dans un hôtel de passe. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on a eu quelques expériences comme ça un peu rigolotes. Où, c'était en même temps, c'était super propre. Pour mes critères de l'époque. Je rappelle qu'avant j'étais étudiant. Mais non, c'était. Voilà, on a vécu quelques moments un peu rigolos. Et c'est vrai que ça renforce évidemment la relation au sein du couple. Et puis ça ouvre aussi énormément sur le monde. Quoi. C'était un peu ma question. Moi, j'ai fait un voyage récemment. Et puis, c'est vrai que c'était pas long. C'était 3 semaines. Mais c'est un peu qui tout double, quoi. Le premier voyage, un peu long. Ouais. Ouais, après, moi, c'est un peu le test, quoi. Ouais, alors après, voilà, moi, je suis parti avec une fille qui était quand même pas dans la même division que moi. Ouais. C'est-à-dire que, bon, pour tu veux dire, elle préférait plutôt le luxe Non, c'est pas ça. Elle était plutôt super belle et super grande et super intelligente. Et moi, j'étais plutôt... J'ai plutôt un côté... Voilà, c'est un peu comme si Patrick Timsit partait en vacances avec Carole Bouquet, tu vois. Et... tu
vois qui c'est, Carole Bouquet? Oui, je vois. Sophie Marceau. Non, il est jeune. Non, mais c'est un peu mieux. Mais voilà, tu vois, c'est un peu... encore que j'ai vu un film avec Patrick Timsit récemment, je trouve qu'il a énormément de charme. Mais voilà, c'était un peu Patrick Timsit part en vacances avec Sophie Marceau. Victoria Silvstedt, la présentatrice de La Roue de la Fortune. Et donc, il a fait un sketch là-dessus. Et c'est vrai que bon, j'étais plutôt très 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 amoureux, très 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 en admiration devant ma femme. Et donc voilà. Donc il n'y a pas un moment où tu t'es dit c'est le test. Il y a des moments où oui, il y a un moment où on se gueule un peu dessus quand même. Si tu veux, voilà. Voilà, quand tu pars un an autour du monde et que tu as un budget, le vrai sujet c'est... on n'achète pas de conneries sur les marchés. On n'achète pas de conneries, on mange pas n'importe où, on dort pas n'importe où. Et donc... Et à un moment donné, tu es à 100 francs près, quoi. Donc 100 francs près, c'est 15 €. Et tu dis, si je dépense ces 100 francs-là, peut-être que je peux pas prendre le bus. Je pourrais pas. En fait, nous, on plongeait. Donc on était grosse passion là aussi, matos, je crois. Ouais, on était parti avec notre matos de plongée. Pas tout, hein, pas les blocs et tout, mais vraiment le minimum. Ouais. Et on dépensait rien dans le... Mais vraiment, on est resté à Bali pendant 21 jours. On payait 3 € par jour pour deux. On avait l'hôtel, enfin la chambre, et l'hôtel, le terme est un petit peu abusif, la chambre avec les toilettes qui font douche aussi, et l'eau froide. Bon, et le petit déjeuner. Mais le petit déjeuner était suffisamment copieux pour qu'on ne mange pas le midi. C'était flux tendu. Voilà, flux tendu. Et donc voilà, on était attentif à tout, et puis des fois ça a amené des situations où on a dormi dans des endroits où c'est plus possible de dormir dans des endroits comme ça parce que c'est un peu trop roots quand même. Ouais. Donc voilà, on a eu quelques moments de tension, mais à part ça, c'est quand tu as passé le 3e mois, tu sais que a priori vous êtes partis pour vivre ensemble jusqu'à la fin des temps. Ouais. D'ailleurs, on est encore ensemble malgré tous les aléas de nos vies respectives, mais voilà. Et ça va continuer. Et du coup, on va parler, parce que j'ai compris, tu as 2 passions, la plongée et la gastronomie. Ouais, en fait, j'en ai 3, 4, j'ai plein de passions. Mais oui, la gastronomie, oui. Alors, la gastronomie, c'est un truc, pour moi, c'est l'art absolu. La cuisine, c'est l'art absolu. Je suis un... voilà, ça parle à tous les sens. Il n'y a rien d'autre que ça qui parle à tous les sens. T'es un extrémiste de la... Je ne suis pas un extrémiste, mais... En fait, quand tu nous as refait le menu du Saint-Michel hier soir, je me suis dit, tiens, lui, il est marqué par chaque bouchée qu'il prend, et il s'en souvient. C'est parce que c'est vraiment l'art absolu. C'est-à-dire que t'as la vue, t'as le toucher, t'as l'odorat, t'as le goût, t'as tout. Et c'est le seul art qui arrive à faire ça. Ouais, c'est vrai. Et j'ai envie de dire, si tu t'appliques... Et puis c'est tellement éphémère. N'importe qui peut y arriver. Ouais. C'est un art qui est accessible. C'est-à-dire, faire une belle peinture, c'est pas donné à tout le monde. Faire un bon plat en suivant une recette. Moi, j'ai fait des fois la cuisine, les gens disent non, j'ai juste suivi le truc que j'ai trouvé sur Chef Simon. Et voilà. Et c'est l'art absolu et c'est un art accessible à tout le monde. Je trouve que c'est le plus démocratique des arts. Et donc, ouais, ça me passionne. Les beaux produits me passionnent. Quand je dis beaux produits, c'est pas forcément truffe, caviar, foie gras. C'est les beaux produits. Je trouve par exemple à La Réunion, mon copain Christian Virasamy du Choca Bleu, un peu de pub, Christian Virasamy, le Choca Bleu, vous trouvez ça à Kido, c'est magnifique. Je mettrai le lien. Il est sur des produits pays qui magnifient. Il fait un risotto de bread. Il travaille le bread comme un risotto. C'est super joli, c'est super malin. Et c'est du beau produit. Moi, j'ai découvert les breads à La Réunion. C'est juste la folie. Il y en a de toutes les couleurs, tous les goûts. Il y a même les breads qui t'endorment la bouche. Les breads Mafan qu'on utilise dans le Romazave. D'autres tables que tu veux nous... Moi, voilà, il y a plein de tables que j'adore. Il y a plein de tables que j'adore. Et puis c'est très varié. J'aime beaucoup ce que fait Patrick Ramassamy qui cuisine super bien la cuisine créole. Alors là, il vient de rouvrir un restaurant rue Jules Aubert avec son fils, qui a été au Tigre and Sel, qui a pris le Luxor pendant un moment, qui a fait la marmite chez Christian Virasamy. Il y a Samuel Tétard à la Caspité qui fait des trucs super. Il y a Jean Colson qui fait des trucs super à Saint-Denis. Il y a Ben de l'atelier de Ben qui fait des trucs super à Saint-Denis. Mais ce que j'aime bien à La Réunion, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller manger dans les restos. On dépense 50 € pour un repas. Il y a plein de petits trucs où
Enfin voilà, moi il y a des camions où tu manges un rougail saucisse ou un... T'es adepte de la barquette, tu veux dire? Ouais, j'adore la barquette. Ouais, j'adore le curry pas de cochon. Je dois avouer, c'est vraiment mon plat préféré. Je pourrais en manger, mais c'est horrible. Le meilleur étant chez Madame Armando Haro à Lambéric au Tampon. C'est un peu cher, mais c'est très très bon. Ouais, mon beau-père m'y a amené déjà. J'adore le Tijac boucané, je trouve que c'est un plat extraordinaire. C'est un plat extraordinaire en plus en matière de texture. J'adore, je devrais pas le dire, parce que pour le coup je suis vraiment aux oreilles. J'adore les andettes. Ah oui. Ouais, c'est super bon. Toi, j'ai jamais goûté. J'adore les guêpes. Voilà, non, j'aime tout. Et puis je trouve que la cuisine créole est vachement riche. Elle est au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, parce que quand on m'a appris la recette du rougail saucisse, c'est vraiment les oreilles qui arrivent à la Réunion. Le premier truc qu'il apprend, c'est le samosa et le rougail saucisse. Et j'ai découvert que en fait, pour que ce soit vraiment goûteux, il faut vraiment mettre beaucoup d'huile. Ouais. Donc voilà. Mais ça fait un peu. Voilà. D'où j'ai pris 10 kilos la première année, la première année à la Réunion. Mais ouais, non, la cuisine. Et puis la cuisine. Tu t'es mis à manger que des andettes après pour ça? Non, mais la cuisine réunionnaise, c'est extraordinaire. C'est un truc qu'on trouve nulle part ailleurs parce que c'est vraiment un mélange de genres, un mélange de culture, un mélange t'as de la culture indienne, t'as de la culture. Moi, je suis un peu réticent à parler du vivre ensemble. À la Réunion, parce que je pense que c'est pas forcément je pense que c'est la génération qui arrive qui nous amène le vivre ensemble, mais qu'on est plutôt sur vivre harmonieusement, chacun avec sa culture, côte à côte, et puis échanger. Voilà, quand on voit un peu ça de loin comme un espèce de creuset où tout le monde se mélange, je trouve que ça se mélange un peu effectivement, mais pas tant que ça. C'est surtout la capacité de chaque culture et de chaque vivre à côté en harmonie. Ouais, vivre en harmonie les uns à côté des autres, en échangeant des trucs, en faisant des passerelles. Et la cuisine, c'est une super belle passerelle. La cuisine, c'est le marqueur, ça te le montre. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Il y a ici et il y a Singapour où j'ai trouvé cette capacité à fusionner justement les cuisines, à fusionner les cultures, à faire en sorte que tout le monde se rapproche. Et puis ouais, la plongée, je trouve que c'est super intéressant la plongée parce que c'est toi l'intrus. C'est vraiment quand t'es sous l'eau. C'est toi l'animal. C'est toi la bête de foire. Et c'est toi qui t'es plus en maîtrise. Il y a une forme d'apesanteur, etc. Les découvertes ne s'arrêtent jamais. J'ai un très bon copain à La Réunion qui s'appelle James Caratini, que à peu près tous les plongeurs connaissent et qui est... Que je remercie parce qu'il nous a prêté son bureau pour le premier épisode. Ah, c'est cool. James, c'est un type... D'abord, c'est un type extraordinaire. Je pense... voilà, c'est Sciences Réunion, ce qu'ils font Gilbert Haro et lui pour les gamins du territoire en matière de sciences, c'est juste incroyable. Ils ont des tonnes de projets. Mais James, c'est un type... J'essaie de ne pas plonger trop souvent avec lui parce que c'est chiant de plonger avec lui. Parce que quand il voit un truc, même tout petit, il peut rester avec son appareil photo ou sa caméra 3/4 d'heure dessus. Ouais. Et sans bouger. Ce qui est un peu limitant en termes de plongée. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu tournes autour, tu dis bon, on y va, non, on n'y va pas, on y va. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, le monde sous-marin, on peut le regarder de loin et voir des beaux paysages et voir des gros bancs de poissons. Et on peut se rapprocher et voir des toutes petites choses incroyables. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est nous l'intrus. Et il n'y a pas de bruit autre que le compresseur. Il n'y a pas de... Je trouve que ça se rapproche assez de la liberté absolue, la plongée. Ouais. T'as déjà fait de la chute libre ou... Ouais. De la chute libre. Et ça t'a pas paru aussi bien? Écoute, j'ai découvert la plongée à La Réunion en plus. Mais non, ça ne m'a pas paru aussi bien. C'est bien, c'est libre, c'est différent. Tu te sens aérien, tu te sens aérien, même si tu as un gros barbu qui est derrière toi et qui te serre très fort quand même. Que tu as eu la chance d'avoir le gros barbu. Ou en parachute, la petite brune, elle pouvait pas me prendre, j'étais trop lourd. Mais la plongée, c'est la liberté absolue.
vraiment la liberté absolue, avec les risques que présente la liberté absolue. Ouais. Quand tu fais de la plongée ou de l'apnée, moi je fais un peu des deux, j'ai un peu laissé là. Mais tu comprends la fin du Grand Bleu. Ouais. Parce qu'il y a une forme d'attirance pour cet espace infini qui est irrépressible. C'est assez incroyable. Ouais, tu comprends. Moi, j'ai lu la biographie de Jacques Mayol. Ouais. Et, c'est assez marrant parce que le personnage n'est pas du tout le même dans non. la vraie vie. Il est moins sympa d'ailleurs dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il est moins sympa, mais il est carrément plus expansif et il a plus de projets. Mais ouais, dans la plongée, moi je rêve qu'on puisse démocratiser la plongée pour que tous les Réunionnais découvrent ça. Parce que pour le coup, la plongée, alors c'est un sujet un peu compliqué parce que avec le risque requin, etc. Mais on voit jamais de requin en plongée, donc. Pas beaucoup, pas souvent, et ils sont plus. Le bruit des bulles les fait plutôt fuir. Mais c'est surtout que c'est vraiment, il y a une forme de richesse, il y a une richesse de vie sous l'eau qui laisse rêveur et de coexistence aussi, j'ai envie de dire. Ouais, alors coexistence, c'est plus compliqué parce qu'on a quand même pas mal cassé le corail un peu partout dans le monde. Enfin, tu vois, l'Égypte s'est ravagée, on a quand même détruit pas mal d'espèces de poissons. On a quand même un impact. Donc l'enjeu, c'est d'être un bon plongeur pour pas avoir d'impact, pour pas casser le corail, pour pas. Ce qui est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un autre monde. Vraiment, moi, je trouve ça aussi passionnant que la conquête de l'espace. Je veux dire, mon fils, il adore les exoplanètes, il connaît le nom des exoplanètes, je ne savais même pas que ça existait, les exoplanètes. Et j'étais persuadé que c'était des cahiers d'exercice pour discuter de... et moi, pendant un moment, je pouvais te dire te reconnaître n'importe quelle race de crevettes. Il a un intérêt assez limité. Mais voilà, non, c'est un monde fabuleux et sans limite, et qu'on connaît mal. Et qui nous rappelle souvent que la nature est plus forte que l'homme. Ouais. Et du coup, pour revenir à la gastronomie, est-ce que ça a quelque chose à voir, Master Marmite, avec ton goût pour la gastronomie ? En fait, oui. Alors, la manière dont ça a évolué... rappeler ce que c'est Master Marmite. Ouais, alors, Master Marmite, c'est un concours de cuisine qu'on a organisé à destination des locataires, des habitants des quartiers de la SH-les-Mers, en fait. Chaque année, on organise un concours où les meilleurs cuisiniers viennent s'affronter sur une série d'épreuves, et puis on emmène les finalistes à Paris rencontrer des grands chefs, et puis au final on les accompagne sur leurs projets. Quand ils ont des projets de restauration, ça leur permet de travailler avec des grands chefs, etc. Et oui, je pense que ça a pris cette envergure-là parce que j'adore ça, et parce que les chefs sont mes copains, parce que mais en même temps, ça a pris pour dire la vérité, ça a pris cette envergure-là parce que j'ai des collaborateurs qui y croyaient et qui ont porté ce projet vraiment haut. C'est devenu une émission de télé sur Réunion Première. Enfin, et moi, j'aime bien l'idée, surtout dans Master Marmite, que les gens se disent, bah voilà, n'importe qui, tout le monde peut faire la cuisine, faire un truc sympa et s'exprimer, avoir ce talent-là. Il y en a plein d'autres, des talents. On travaille sur l'art, on travaille sur la peinture, on travaille sur la culture, on travaille sur... Moi, ce que j'ai envie de dire à travers la SH-les-Mers, c'est l'avenir, il est dans nos quartiers. Donc, il faut absolument y être. Dans nos quartiers, il y a du talent. Et il faut que ces talents ils puissent s'exprimer. Master Marmite, c'est un moyen de le faire. Alors, évidemment... ça me plaît de pouvoir être... En fait, ce qui m'intéresse dans Master Marmite, c'est que je peux être membre du jury, comme je suis le patron de la SH-les-Mers. Et donc, je peux goûter les plats, je peux travailler avec eux, cuisiner avec eux, et ça, c'est cool. Mais ce qui est sympa, c'est que, voilà, avec les cuisiniers, il y a Daniel, il y a... je ne vais pas les citer tous, mais avec les cuisiniers, les locataires cuisiniers, on se tutoie, on parle ensemble, on travaille, et il n'y a pas de patron de la SH-les-Mers ou de... Voilà, la cuisine, c'est un truc qui apaise, c'est un truc qui rapproche les gens et qui abolit un peu les statuts, les castes et les statuts. Et j'aime bien ça, en fait. Après, c'est pas moi qui ai inventé Master Marmite, c'est mon prédécesseur. C'est l'équipe de la com qui l'a porté, qui l'a fait vivre, qui en a fait le bel objet que c'est aujourd'hui. Il faut vraiment leur rendre ça.
Mais ils n'auraient pas pu mieux tomber en fait. Mais voilà, c'est encore le prince charmant et enfin la princesse et la grenouille quoi. Ouais, exactement. Ça vous intéresse? Ah oui, on y va. Et puis voilà, ça permet de rencontrer des personnes intéressantes. Sur la dernière saison, on avait Azouima Issa qui est Miss Réunion, qui est une jeune fille hyper étonnante, qui était pendant quelque temps une forme d'ambassadrice pour la SH&LMR parce qu'elle a grandi elle vit toujours d'ailleurs dans un des immeubles. Alors plus maintenant, je pense que voilà, moi j'avais un regard sur les Miss. Alors je connaissais pas Miss Réunion, et puis ici c'est vraiment un truc quoi. C'est un truc, c'est incroyable. Les Miss ici c'est un truc incroyable. Et c'est super sympa. Et j'avais un regard un peu parisien sur les Miss. Tu trouvais ça ringard? Pas ringard, mais non pas ringard, mais un truc. Je voyais pas trop l'intérêt quoi. Ouais. Et en fait c'est la même chose que Master Marmite, c'est-à-dire n'importe qui peut tenter. Bon, il faut avoir un physique quand même, mais ce qui est intéressant, ce que j'aime bien à La Réunion, c'est qu'il y a Miss Ronde, il y a Miss Asiane, il y a Miss Sourde. Alors c'est tout le monde a le droit et je trouve ça sympa. À son concours. Ouais. Je trouve que c'est assez rigolo, c'est assez symptomatique de l'ouverture d'esprit des gens. Et t'as même les mystères, etc. Mais voilà, j'ai rencontré Azouima Issa qui est franchement une jeune fille épatante. J'ai rencontré Aziz Patel qui est un type très sympa aussi, qui est vraiment qui a un papa pour ces jeunes femmes, mais une gamine avec un projet, elle fait ça parce que c'est intéressant, c'est une trajectoire dans sa vie, mais avec un projet de vie, avec une vraie vision de ce qu'elle veut faire de ses études, qui a la tête bien faite, bien pleine, qui est hyper respectueuse, qu'en plus on a vu grandir tout au long d'une année parce qu'elle nous a suivis pendant une année, qui a acquis une maturité, qui s'est engagée sur des... Et ça m'a... je me suis dit, tiens, j'avais peut-être une vision à la con des Miss et j'étais peut-être un imbécile en fait, un peu prétentieux. C'est cool. Et je le dis officiellement, je trouve que les Miss, c'est cool. L'émission, c'est un peu long. Ouais. J'ai participé l'année dernière, j'ai assisté dans la salle. J'ai trouvé ça un peu long parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on voit pas à la télé, mais que nous on voit. Les sièges du théâtre Champfleury sont un peu petits aussi, non ? Non. Alors le théâtre Champfleury est un endroit merveilleux et il est magnifiquement dirigé par mes camarades Pascal et Bernard qui font un boulot formidable avec la SH&LMR aussi. Ouais. Qui nous ont offert une belle opportunité de coopération autour de l'art, de la culture, et qui ont fait en sorte que le théâtre redevienne vraiment à La Réunion un art populaire, par populaire j'entends accessible à tous, à la fois intellectuellement et à la fois financièrement. Et ça, je leur sais gré parce que c'était un pari, ils l'ont fait avec nous, et ça cartonne vraiment. Et puis ils ont une belle programmation. Mais voilà, donc tout ça pour dire, voilà, Azouima Issa, je suis super content d'avoir rencontré cette jeune femme que mes homologues bailleurs sociaux m'enviaient quand elle prenait la parole pour le compte de la SH&LMR. Parce que c'est vraiment une fille bien. Et puis celle qui est venue juste après, Ambre, qui nous a accompagnés aussi sur une opération, c'est pareil, c'était une fille vraiment intéressante. Voilà, ça a changé mon visage sur les Miss. C'est des jeunes filles charmantes et super motivées, super ambitieuses pour certaines, avec un vrai projet. Et donc, si j'ai compris, La Réunion, c'est bientôt fini ? Disons, c'est bientôt fini, oui. Alors oui, en fait, voilà, c'est... Question piège ? Non, c'est pas une question piège en fait. Non, parce que je suis assez cash là-dessus. J'avais déjà prévenu mes salariés, mes collaborateurs. Non, mais j'imagine bien que ce sera jamais fini au fond de toi. Voilà. Mais non, en fait, il se trouve que ma femme a dû rentrer en métropole avec mon fils pour le boulot et voilà, elle a sacrifié sa carrière. En tout cas, elle a mis un peu de côté pendant 6 ans pour me suivre ici et pour suivre. Parce qu'elle avait envie de vivre cette aventure réunionnaise avec moi. Il y a un moment où c'est plus possible. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on est performant dans son métier si on est équilibré dans sa vie familiale. Et l'équilibre dans la vie familiale, c'est pas de vivre à 12 000 km de sa femme et de son fils pendant 6 mois ou 1 an. Donc voilà, effectivement, elle est rentrée là. Mon fils a fait sa rentrée scolaire en région parisienne. Ne quittez pas La Réunion, n'allez pas en région parisienne.
parisienne. C'était difficile là Ouais, c'est super difficile. Mais oui, c'est super difficile. Je pense que c'est la première fois que mon fils mettait des chaussures fermées depuis 6 ans, quoi. Enfin, mon fils a grandi à La Réunion, il a vécu à La Réunion, il est arrivé ici, il avait 2 ans. Donc voilà, c'est un peu dur pour lui. Et puis les gens sont moins sympas, quoi. Enfin, tu dis bonjour. Nous, on a pris l'habitude de dire bonjour à tous les gens qu'on croise dans la rue. Tu fais pas ça à Paris, tu finis au poste avec les pinces. Harcèlement. Ouais, c'est ça. Non, mais le jour, j'ai arrêté quelqu'un dans le métro parce que on était un peu perdus et j'ai dit excusez-moi et la personne m'a répondu ça m'intéresse pas. D'accord. Merci madame. Non mais voilà, ouais, je vais quitter. Je m'en suis pas caché. J'avais prévu de rester plus longtemps, mais on pensait que ma femme resterait plus longtemps aussi ici. Il y a eu des contraintes pro qui ont fait qu'elle a dû rentrer. Voilà, dans un couple, l'amour sur le long terme, c'est souvent la capacité de l'un et de l'autre à accepter les compromis. Elle en a beaucoup accepté venant de moi. C'est un peu à mon tour. J'en ai parlé à mes administrateurs très tôt. J'essaie de faire ça le plus proprement possible. Et je le fais la mort dans l'âme parce que d'abord j'adore ma boîte, vraiment. Enfin, c'est pas ma boîte d'ailleurs, j'adore la boîte dans laquelle je travaille parce que c'est vraiment la boîte des salariés de la SH&LMR. J'adore les gens avec qui je travaille, j'adore la Réunion, j'adore les gens que je croise à la Réunion. Là, j'ai pris une bouffée d'énergie positive au Startup Weekend à cause d'un gars que j'ai rencontré il y a 3 semaines pour un projet de business. Voilà, ce que j'aime ici, c'est que les liens entre les gens sont beaucoup plus simples. On voit les conséquences de ce qu'on fait très rapidement. Je suis très triste de partir. Je parle à mort dans l'âme. Vraiment, c'était vraiment un choix de vie de dire à ma femme, ok, on rentre, quoi. Ouais. Parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Parce que, tu vois, vendredi j'étais au bureau et quand je vais au bureau, de temps en temps, je sors fumer ma clope électronique sur le parking. Ouais. Et hop, les jeunes du quartier viennent, on discute, ils ont un projet, on monte le projet. Enfin, tu vois, j'aime bien ça, j'aime bien cette proximité, cette accessibilité, le fait que tu es en train de fumer une clope sur un banc public, il y a des jeunes qui savent qui t'es, qui viennent vers toi pour dire si on a un projet, on veut monter, on veut passer le BAFA et tout. Et hop, tu lances un truc, quoi. Tu lances un truc et je trouve qu'ici, c'est un territoire. T'as peur de ne pas retrouver ça. Ah bah c'est sûr que je vais pas retrouver. Enfin, c'est sûr que je vais pas retrouver ça, cette proximité avec les gens, cette proximité avec le monde politique, cette proximité avec l'État. Et puis, voilà, tout le monde se connaît. Alors ça a des inconvénients. Hein. Mmh. J'allais faire une blague toute pourrie, mais je vais la garder pour moi. Mais c'est des inconvénients. Mais je veux dire, non. Mais voilà, moi je suis assez open, donc un soir à la maison, j'ai plongé à poil dans ma piscine à l'époque où j'étais chez EDF, parce que j'avais une piscine, j'ai plongé à poil dans ma piscine, le lendemain on en a parlé, si tu veux. Le lendemain au bureau on en a parlé. On dit, vous savez, faut pas plonger à poil dans votre piscine. Mais voilà, non, c'est vraiment une île intense. Moi, je trouve que c'est une île intense, mais pas du fait des sensations qu'on peut y trouver en termes de sport extrême ou quoi. Je trouve que c'est une île intense parce que les gens sont intenses, parce que les relations entre les gens sont intenses, parce que il y a une forme de cohérence dans l'énergie, dans l'envie, dans la capacité à apprécier des choses simples qui est super intéressante et qu'on trouve pas ailleurs. Et honnêtement, je pense que tous les gens qui sont passés par ici, et je suis absolument certain de revenir avant 10 ans, c'est sûr, pas de revenir pour les vacances, parce que j'ai gardé un petit truc ici, mais revenir, et puis plein d'amis surtout, revenir durablement, parce que je pense qu'une fois qu'on est passé par ici, ça reste ancré hyper profondément au fond de toi, quoi. C'est vraiment. Et les amis alors justement. Ah bah. De toute manière, j'aurais de quoi les accueillir là où je serais en métropole, mais j'en ai plein ici. Puis vraiment des amis, des amitiés très 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 solides, très durables, très
Mais les gens sont hyper fidèles ici. Les gens sont hyper fidèles en amitié, je voulais dire. Quelle bonne vanne. Mais les gens sont hyper fidèles ici. Les gens sont hyper. Et alors c'est rigolo parce que moi j'ai autant d'amis réunionnais et créoles que d'amis oreilles quoi. Enfin non, j'ai plus d'amis réunionnais créoles que d'amis oreilles. Ouais. Bon, c'est parce que je suis pas allé habiter à la montagne quand je suis arrivé, mais ni à Saint-Gilles. Mais ouais, je trouve que la valeur humaine ici, c'est quelque chose de fortement ancré, dans la majorité des personnes. Et ça, pour moi, c'est la valeur phare. Enfin, l'humain, on rigolait parce qu'on parlait de Smart City tout à l'heure avec un de nos collègues. Pour moi, la Smart City, c'est pas un truc tout technologique, c'est un truc qui doit vraiment être centré autour de l'humain, autour de comment faire en sorte qu'on vive mieux ensemble et qu'on vive mieux tout court. Il y a des projets à La Réunion là-dessus. Ouais, possession. Ouais, je sais. Ouais, j'ai vu ta photo de ta visite des chantiers. C'était sympa. Et puis tu vois, c'est ça qui est cool. C'est un concurrent entre guillemets, parce qu'on n'est pas concurrent quand on est dans le logement social, mais c'est un homologue qui propose de visiter pour voir si je suis pas intéressé, pour pouvoir construire avec lui sur le. Ça c'est cool, ça c'est vraiment, tu vois pas ça ailleurs. Et c'est pour le citoyen quoi. C'est pour le citoyen, c'est pour le citoyen, c'est ça le truc, c'est le citoyen, la cité au service du citoyen. Et donc pour finir, peut-être savoir ce que tu vas faire après. Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non. Tu sais pas dans quel secteur? Je travaille chez O2 par exemple? Non. Bah non. Chez Cosc? Non plus. non mais tu vois, voilà, c'est des belles rencontres. Yann Deprince, c'est une belle rencontre. François Caillé, c'est une belle rencontre. J'ai fait des belles rencontres ici. Et puis des sacrés chefs d'entreprise, des gens qui ont s'achevillé au corps. Moi, je souris à chaque fois que je vois François Caillé, parce quand je suis arrivé, il était mort et enterré. Ouais. François Caillé, c'est le Michael Jackson du monde de l'entreprise. C'est thriller. Personne n'enterrera jamais, je pense. Et c'est un phénix. Ouais, mais c'est même pas. Moi, honnêtement, voilà, c'est ces gens-là, les Yann Deprince, les François Caillé, les Jérôme Isotier, Daniel Lenormand, Éric Vuillet, c'est des gens qui sont hyper inspirants. C'est des gens qui sont. À La Réunion, il y a des entrepreneurs d'envergure intersidérale. Ouais. Ah, mais vraiment. Et ça, c'est ceux qu'on voit et qu'on connaît, mais il y a ceux qu'on connaît pas et qu'on voit pas parce qu'ils sont très discrets et qu'on fait des fortunes avec des idées hyper intelligentes. Il y a des Pascal Tiaokine, c'est un type vachement inspirant. Pascal qui, non content d'avoir réussi une belle entreprise de belle taille, fait en sorte de mettre cette entreprise au service des talents réunionnais et de faire éclore des jeunes pousses. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont investis là-dedans. Les brasseries de Bourbon, il y a Total, Laetitia Fraisse, la patronne de Total, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est très investi d'ailleurs dans les startups. Il y a Mireille Elou, pareil, c'est des gens de chez Orange, Mireille. Je cite les marques. Mais de toute façon, je les mettrai il y a plein de gens en description. Il y a plein de gens très très intéressants qui font vraiment bouger les lignes, qui jouent de moins en moins la seule carte de leur entreprise parce qu'ils sont arrivés à un niveau de réussite qui leur permet d'être serein et qui jouent de plus en plus la carte de la réussite collective. Et je trouve qu'on est en train de... Voilà, quand on voit des choses comme ça, je me dis, on a des gens qui font bouger la Réunion et c'est super. Et donc non, je n'irai ni chez Cosc, ni chez O2, mais voilà, j'ai plusieurs pistes en cours et puis ça s'annonce bien, je suis pas du tout inquiet. Moi, je te souhaite le meilleur en tout cas. Merci. On va terminer sur une chose assez marrante, c'est que tu vas nominer, justement, tu nous as cité plein d'amis, plein de gens que tu trouves fabuleux et moi j'aimerais partager ces histoires-là. Tu vas nominer la personne que tu voudrais que j'interviewe la prochaine fois.
Laisse-toi un peu le temps de la réflexion si tu veux. Il y en a deux. Je peux faire les deux. Hein, il y en a deux, ouais. Il y en a deux qui sont... ouais. Il y en a deux qui sont intéressants. Enfin, il y en a un, c'est surtout parce que je note le petit sourire malicieux que personne ne voit. Il y en a un, c'est Yann Assier de Pompignan, qui est le patron de Bureau Vallée. Un des patrons de Bureau Vallée, parce que la franchise est partagée en deux sur l'île. Entre le nord-ouest et le sud. Ouais, nord-ouest et sud. Je ne sais plus comment. Il m'a expliqué 10 fois, mais c'est incompréhensible. En plus, à chaque fois qu'il me l'explique, en général, c'est après qu'on a mangé et bu. Donc, mais non, c'est une boutade évidemment. Yann, parce que Yann, il a commencé ici avec un concept super intéressant qui était le concept du troc. D'accord. Et c'était lui troc en stock ? Non. TEC, ouais, c'est ça. Troc en stock au port. Je sais. Non, en fait, c'était il faisait de l'échange de services entre entreprises. D'accord. Ok. Et il a développé son business là-dessus. Et je trouve ça super intéressant. Quelqu'un qui a comme idée fondatrice de son activité de penser que les entreprises seront suffisamment intelligentes pour voir le bénéfice qu'elles pourront retirer des synergies et qui parie là-dessus et ça marche. Ça, c'est génial. Et le deuxième, c'est un copain qui s'appelle David Amioni, qui a une boîte qui s'appelle Verso Consulting, que tous les gens qui bossent un peu dans des grosses boîtes de la Réunion connaissent parce qu'ils interviennent beaucoup. Ils se sont réveillés à peu près 5 ans, c'est ça ? Ouais, ça s'appait OMD avant et maintenant ça s'appelle Verso Consulting. Ils sont associés à Germain Gusgoff et Grégory de Rodriguez. Moi j'ai toujours Germain, il y a Grégory, il y a Benoît qui est Black Ben du duo Sauvage et puis David Amioni qui est donc le copain en question qui, je pense, est un des plus brillants jeunes entrepreneurs que j'ai vu, qui a un vrai sens du business intelligent, qui est un type avec des valeurs, des belles valeurs, hyper justes, hyper... D'ailleurs, il fait l'unanimité chez ses collaborateurs et chez ses clients, mais c'est un type, voilà, ces deux-là, tu vois, demain on me dit, vous n'avez plus qu'un repas à faire. Vous amenez qui ? J'amène ma femme, j'amène mon fils et j'amène ces deux-là. Ok. Voilà. Bon, bah alors le rendez-vous sera pris. Je te le promets. Ah non, et j'amène aussi Rémi Dubois, mon pote qui est directeur territorial. Non, si jamais Rémi écoute ce qu'on a dit, Rémi qui est mon partenaire de resto, lui il habite à Tours et moi à La Réunion, et on essaie de se retrouver une fois de temps en temps à Paris pour aller faire une belle table. D'accord. Voilà. Bon, bah je te remercie. Et c'est lui qui paye la prochaine fois. Je te remercie, on va aller retrouver les startups là, qui nous attendent. Ça va. Je te tape dans la main. Au top, allez, à la prochaine. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à liker ma page Facebook. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires par email, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de The Little Big Show.